Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast D'abord les faits. Je m'appelle Ange Kassongo, je suis journaliste de vérification de faits à Balobaké-Tchèque. Notre deuxième invitée vient de Lubumbashi, elle s'appelle Régine Kassongo. Elle est journaliste à la radio communautaire du Katanga dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Comment ont-ils lutté contre les discours de haine à caractère tribal dans la communauté? Nous en parlons avec Régine. Bonjour Régine. Bonjour Ange. Vous allez bien? Oui, je me porte bien. D'accord. Je commence avec ma première question. Avez-vous vécu une période électorale plutôt dominée par la désinformation ou par les discours de haine? Les deux à la fois, nous avons connu les deux à la fois, la désinformation et les discours de haine pendant la période électorale. Déjà avant les élections, pendant la période préélectorale, nous avons constaté que l'environnement était pratiquement pollué par des discours de haine et les gens n'arrivaient pas à se supporter les uns les autres. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'activités organisées par les uns et les autres. Au niveau des médias, il y a eu des rencontres, des renforcements de capacités en faveur des médias, des acteurs des médias qui avaient été organisés au niveau de la société civile et même au niveau des politiques. Je me rappelle bien, il y a eu des rencontres qui ont mis ensemble les acteurs de l'espace géographique du Grand Kasaï. Là, c'est un exemple du Grand Kasaï, Oui. Ceux du Haut-Katanga Oui. et même ceux du Lualaba, ils se sont rencontrés pour pouvoir parler des problèmes qui s'est posé pendant la période préélectorale. Parce que le constat était que les gens n'arrivaient pas à se supporter. On a constaté que les gens pouvaient se considérer comme, pas comme des frères, mais comme des ennemis. Et tout cela a été plus accentué par les discours de haine provenant des acteurs politiques. Les jeunes ont été plus manipulés par les acteurs politiques. Et c'est à travers la langue locale dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, on pouvait voir que ces langues locales étaient utilisées comme des canaux où les gens pouvaient insulter les autres. Et cela faisait qu'aujourd'hui, on puisse considérer les gens qui parlent l'autre langue comme étant des ennemis. Pourtant, on est des frères. On dit la langue, c'est un élément culturel, c'est un élément, les gens qui partagent les langues, différentes langues, ce sont des frères, si bien que ce sont des cultures qui se diffèrent, mais lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ce sont les cultures qui se rencontrent. On parle bien des communautés du Kasaï et du Haut-Katanga principalement. Vous avez des exemples concrets, des affirmations qui étaient à caractère tribal? Ce que nous avons pu constater, c'est que les gens ont eu du mal à s'exprimer dans leur langue. Pourquoi? Quand vous vous exprimez dans votre langue, on vous colle une certaine identité que vous n'avez peut-être pas. On vous colle une certaine appartenance. Par exemple, on dit que vous pouvez appartenir à un parti politique parce que nos partis politiques sont quelque peu tribalisés. Vous appartenez à tel parti politique alors que vous n'êtes même pas membre de ces partis politiques. Vous n'avez jamais pris part aux rencontres de tel ou tel autre parti politique. Mais du fait que vous vous exprimez dans l'une ou l'autre langue, on pouvait facilement vous coller une certaine identité. Ce qui a fait que pendant un certain moment, les gens avaient du mal à pouvoir s'exprimer dans leur langue pendant les élections. Est-ce que la radio avait mis en place une stratégie justement pour détecter et identifier ces discours de haine afin d'apporter une information éclairée à la communauté? Oui, nous, on a commencé à faire en sorte que déjà au niveau de la radio, lors des émissions à téléphone ouvert, qu'on puisse empêcher ce genre de discours. Donc, on a été très attentionné par rapport aux émissions aux émissions à téléphone ouvert qui se passent en langue. Oui, parce que même une émission à téléphone ouvert en swahili, les gens pouvaient se permettre de parler peut-être dans leur langue. Alors ça, on a fait en sorte que les gens puissent communiquer uniquement soit en swahili, soit en français, pour éviter ce dérapage dont nous sommes en train de parler. Ça a été fait pendant la période électorale. Quelles sont les difficultés que les journalistes de votre rédaction, de votre radio, ont pu rencontrer sur les terrains, toujours en lien avec les langues, parce que les journalistes aussi ont des langues maternelles?
En tout cas, on n'a pas eu assez de difficultés. Moi, je n'en ai pas connu dans ma rédaction. Pourquoi? Parce que d'abord, nous, au niveau de la rédaction, chaque fois le matin, on parle, on identifie, on organise la rencontre, on organise la conférence de rédaction de telle sorte que chaque journaliste puisse respecter l'angle qui lui est attribué. Mais par rapport aux langues, on n'a pas connu des cas qui puissent être des blocages pour les journalistes lorsqu'ils se retrouvent sur terrain. D'autant plus que tout le monde s'exprime en swahili. Nous sommes dans un milieu urbain où beaucoup s'expriment en swahili et même les interviews se passent en français et en swahili. Donc, on n'a pas connu de soucis par rapport à la langue en tout cas. Donc l'autre langue, c'était plus les participants aux émissions, mais pas les journalistes ni les acteurs politiques, parce que vous les avez aussi identifiés comme l'un de instigateurs des discours de haine et de la manipulation. Ça, nous l'avons vécu comme tout le monde, comme tout le choix. Nous l'avons vécu sur terrain, pas comme journaliste. Là, je ne me mets pas dans la peau de journaliste, mais en tant qu'individu, en tant que Congolaise, en tant que Louchoise, j'ai vécu sur la ville qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à la langue. Les gens avaient du mal certaines personnes, pas tout le monde, avaient du mal, avaient de la peine à pouvoir s'exprimer. Alors, quand on s'exprime en swahili, c'est la langue de tout le monde, c'est une langue nationale. On n'a pas à s'inquiéter, mais certaines personnes, pour des raisons de sécurité, pouvaient se méfier, pouvaient se réserver de s'exprimer en langue locale que en swahili. Mais pour ceux-là qui avaient des difficultés de pouvoir parler en swahili, nous avons connu qu'ils étaient butés à ce problème-là. Donc, je n'ai pas très bien Oui. compris. Est-ce que vous voulez dire que même les swahiliphones s'empêchaient de parler leur langue? Non, non, pas du D'accord, tout. ok, d'accord. Pas du tout. Je voudrais savoir si les réseaux sociaux, principalement WhatsApp et Facebook, ont contribué à renforcer votre stratégie éditoriale pendant la campagne électorale. Nous avons eu à récolter les informations directement dans la communauté parce que là, nous-mêmes, on était sur terrain. Nous étions dans différents coins de la ville et on a pu rencontrer des gens qui pouvaient directement s'exprimer. Et nous, on se servait de cela pour pouvoir diffuser directement sur notre média. Les réseaux sociaux nous ont aussi aidés à pouvoir avoir des informations pour pouvoir les partager à notre public. Mais seulement quand on prenait des informations sur les réseaux sociaux, il fallait toujours les recouper. Il fallait toujours procéder à leur vérification parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de campagnes de diabolisation, surtout sur les réseaux sociaux. Et les gens se servent des réseaux sociaux pour pouvoir nuire les autres. Voilà pourquoi on procédait beaucoup plus à la vérification. On n'était pas obligé de prendre tout, mais il fallait à tout moment faire le tri. En partant de ça, est-ce qu'on peut dire que vous avez vécu une campagne électorale avec beaucoup de pression ou non? En tout cas, il n'y a pas eu de pression. Il n'y a pas eu de pression. La campagne électorale s'est passée normalement, mais nous l'avons observé aussi, comme tout observateur. Les gens ne pouvaient pas s'accepter. Il y a eu beaucoup de candidatures. Beaucoup de candidatures, on se disait, mais finalement, qui va gagner ces élections? Alors, tout ce qu'on a constaté, c'est que c'était une grande bataille de la part des acteurs politiques. Les partisans de certains partis politiques, certains regroupements politiques ne pouvaient pas supporter que les autres puissent battre campagne. Nous avons vu des femmes qui étaient contraintes d'arrêter leur campagne, de ne plus continuer à battre campagne parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ce qui se faisait. Il y avait des effigies de certains candidats qui n'étaient plus supportés. Alors, certains partisans de certains partis politiques, de certains candidats, n'arrivaient pas à supporter que les autres puissent afficher aussi les effigies de leurs candidats. Ce qui a fait que nous avons assisté à une campagne jamais vue auparavant. Pourquoi? Compte tenu de ce que je venais de vous le dire. Il y a eu certains qui affichaient leurs effigies pour les enlever le soir. Pourquoi? Pour éviter que leurs effigies ne soient déchirées par les partisans de l'autre camp. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes dans une démocratie où le meilleur doit gagner. Donc, ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a eu une responsabilité, la responsabilité beaucoup plus de la part des acteurs politiques qui doivent bien encadrer leurs militants.
Justement, dans cette Mais aussi course, parce qu'il y a aussi l'impunité qui a gangréné notre pays. Voilà. justement, dans cette Mhm. course pour la victoire, est-ce que les médias, en tout cas votre radio, a pu subir une sorte quand je parlais de pression, c'est-à-dire que tout candidat voulait avoir accès aux médias, voulait être vu dans les médias, écouté à la radio. Est-ce que vous avez pu avoir ce type de pression et comment vous avez géré le temps de parole, comment vous avez géré l'équilibre de donner aux uns et aux autres la parole sans que certains se sentent frustrés? Bon, peut-être ma réponse va vous décevoir. Nous étions dans une rencontre la semaine dernière, organisée par le REMAC. Donc, j'ai été surprise d'entendre que les gens n'allaient pas, alors que l'antenne était accordée à tout le monde. Mais les gens se réservaient de venir. C'est ce que nous avons constaté. Les gens ont préféré battre campagne sur le terrain, mais pas dans les médias. Nous avons, en tout cas, on a eu très peu de gens qui sont venus battre campagne sur nos antennes. Donc, ce qui fait que, du coup, on n'a pas connu cette bataille-là sur les ondes. Ça s'est passé normalement. Il n'y avait pas ce cafouillage-là de la part des acteurs politiques pendant la période électorale. Ma dernière question, vous avez affirmé qu'il y a eu pas mal de manipulations des différents acteurs dans la communauté et les gens ne se supportaient pas. Pour vous citer, est-ce que vous pensez que c'est lié au fait que la communauté est peu informée ou n'a pas suffisamment accès à une information de qualité ou ne comprennent pas les textes réglementaires et donc ils tombent dans le jeu de la manipulation? Peut-être le tout, hein. En tout cas, je crois que nous avons ce devoir-là de continuer à sensibiliser, à donner la bonne information, mais aussi parce que la justice aussi n'a pas mis la main sur des gens qui faisaient du tort aux autres, hein, parce que chaque personne est libre. Quand on postule, on est libre. C'est chacun... chaque personne avait le droit de se lancer dans la bataille, mais quand les autres se permettent de déchirer les effigies des uns et des autres, c'est parce qu'il y a impunité. Je crois que c'est cela, c'est ça mon point de vue. Et aussi peut-être parce que les gens n'ont pas eu assez d'informations par rapport à la manière dont les choses pouvaient se... Ou bien c'est pas mauvaise foi, c'est aussi lié à ça. Il y a la mauvaise foi, il y a aussi le manque d'information. Le manque d'informations aussi de la part des partis politiques qui ont ce rôle-là d'encadrer leurs militants. Oui, qui ne le font pas forcément. Oui. Ok, merci beaucoup Régine Kassongo pour cet échange très intéressant sur comment votre radio, la radio communautaire du Katanga, a suivi la campagne électorale de novembre 2023 en République démocratique du Congo. Merci et au revoir. Au revoir et merci aussi. Ce podcast est produit par Baloba Kitchek avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet renforcement du radio rural en République démocratique du Congo financé par la coopération suédoise.